Alors je commence en revenant à cette citation d'Eva Sénécal dans une lettre au poète Alfred Desrochers en 1929. Elle entend bien défendre le manuscrit du roman qu'elle s'affaire à écrire et dont elle a confié la lecture à son correspondant et mentor. La dispute éclate dans les lettres au sujet des choix de la narration et de la description qui sont faits par la romancière et que Desrochers accuse d'être trop vagues. Dans sa réponse, Sénécal, blessé mais bien déterminé à publier ce roman, se lance dans une véritable profession de foi sur l'écriture des femmes, et je la cite: « Pauvres vous autres, quand donc comprendrez-vous qu'une femme ne peut pas écrire comme un homme? Qu'un cœur de femme, ce n'est pas un cerveau d'homme, bourré de raisonnement, de volonté, et de tout le Bataclan où nous ne vous sourions pas une minute sans en avoir par-dessus la tête. Trouvez-moi une femme qui écrive autrement qu'avec son cœur, ce petit vase fragile, qu'un rien briserait, mais qui est pourtant capable de contenir les plus fougueux, les plus passionnés et les plus terrifiants des sentiments humains. » Fin de la citation. Alors, première chose qu'on peut constater, et Martine Reed l'a fait ce matin, c'est l'association topique du féminin et du sentimental, donc qu'on retrouve en France et au Canada français. Ce qui sous-tend un tel motif, c'est l'idée même d'une nature féminine qui serait encline aux affaires du cœur, mais moins aux choses du raisonnement. Une nature féminine qui fonctionne, on le sait ici, je vous apprends rien, comme ciment discursif du système d'assignation et d'oppression de la différence entre masculin et féminin. L'écriture des femmes ne serait en ce sens que sentiment, spontanéité, chose de l'inné, incapable de ce fait d'accéder à un ordre symbolique du monde que commanderaient le langage et la littérature. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'instance d'énonciation d'une telle vérité générale. C'est Eva Sénécal elle-même qui affirme ceci, dénonçant à l'oblique le processus d'incorporation des schèmes de la différence sexuelle chez les individus et la compréhension chez ces derniers à la fois consciente et inconsciente des règles du jeu littéraire et de la bourse des valeurs dans le champ de production des œuvres de l'époque. L'écrivaine adopte une position ambivalente. Elle se place contre Desrochers et ses préventions toutes masculines, tout en faisant sienne l'idée que tout roman écrit par une femme ne saurait émerger que de son cœur. On peut voir dans cette défense une stratégie momentanée propre à la relation entre les deux individus, mais il faut aussi prétendre que l'incorporation d'un ensemble de représentations du féminin en littérature aura pu servir de moteur à une trajectoire littéraire plus vaste et qui se répercutera dans les œuvres elles-mêmes. Finalement, que nous dit Sénécal ici? Que le roman, intitulé Dans les ombres, qu'elle fera paraître 2 ans plus tard en 31, fonctionne comme le miroir d'un cœur féminin. Cet aspect éclaire l'existence, me semble-t-il, dans le discours à tout le moins, et j'en reste ici au discours, d'un axe du réel qui délimiterait le champ des possibles en matière d'écriture. Aux hommes, l'invention, le récit, l'accès au figuratif et à l'abstrait et au sous-genre qui en commande la nécessité. Aux femmes, l'épanchement, le témoignage biographique, la reproduction telle quelle d'un sentiment ou d'une vie, et finalement le reflet d'une nature féminine jugée acceptable. Aussi l'imaginaire générique, le genre des genres, comme le dit Christine Planté, reposerait-il également sur un paradigme de la représentation du réel qui supposerait un rapport au monde différent et donc une répartition du capital et de la valeur des genres littéraires différentes selon qu'on soit un homme ou une femme. Et tout ça, c'est dans l'esprit, bien entendu, de Eva Sénécal. Alors je m'attarde assez longuement sur cette lettre parce que elle me permet personnellement de synthétiser les grandes orientations ainsi que les résultats de la recherche que j'ai menée sur les pratiques littéraires des femmes dans les années 30. En effet, on assiste à ce moment-là, dans les années 30, à une recrudescence de la pratique du roman par les femmes, ce qui traduit autant en termes de chiffres, on en parlait ce matin avec le cas de la France, donc là il y a vraiment des chiffres qui nous aident à chiffrer cette pratique-là en augmentation, mais ce qui va se traduire aussi en termes de renouvellement formel et discursif, je vais y revenir. Pourtant, dans cette décennie d'où émergent des classiques de la littérature québécoise, classiques masculins, les romans écrits par les femmes ont été, eux, majoritairement oubliés. Et quand ils sont convoqués, c'est sous l'angle, bien entendu, peu prestigieux et très féminin de la littérature sentimentale. À l'instar de ce qu'observait Maurice Lemire, les femmes se limitent au seul champ, dit-il, qui leur soit ouvert, l'amour. Elles ouvrent ainsi maladroitement la plupart du temps, c'est une marque du temps, écrit dans les années 80, elles ouvrent donc maladroitement la plupart du temps un domaine nouveau à la littérature québécoise. On va la garder, cette citation est vraiment intéressante. Mes recherches avaient le souci de rendre une visibilité et une lisibilité à ces œuvres d'Eva Sénécal, de Jovette Alice Bernier, de Michel Lenormand, Laetitia Fillon, Lucie Clément, je vous abreuverai pas de tant de noms après ça. Donc des autrices apparemment maladroites,
dont les productions et les coups d'éclat résonnaient quand même au même titre que ceux de leur père masculin dans la décennie de la crise, mais que l'histoire littéraire a très rapidement délaissé. Cette enquête, elle s'est construite en 2 volets, un peu comme je l'ai fait avec la station de Sénécal. Il s'agissait d'une part de circonscrire les jalons de l'imaginaire générique en vigueur, le système de contraintes, de modèles, on en revient à ce qu'on disait ce matin, et de possibles qui présidaient à l'écriture, et les figures et isotopies récurrentes qui encadraient les positions individuelles et collectives des femmes dans l'espace littéraire, mais aussi dans l'espace social. D'autre part, et c'est peut-être le plus intéressant, je souhaitais comprendre comment les écrivaines traduisaient ce même imaginaire générique dans leurs textes et aussi dans leur parcours. Les mécanismes d'appropriation et de rejet qui ponctuent la création, et si on veut parler comme Michel de Certeau, en fait, les stratégies et tactiques de braconnage privilégiées par ces romancières. Alors, je nous invite à rester avec Maurice Lemire, au-delà peut-être de cette observation sur la maladresse, qui me semble tout à fait à mettre de côté, mais cette citation, elle fournit un point de départ intéressant à cette enquête. Gardons en tête justement cette question de l'amour comme thème englobant de la production littéraire féminine. Lemire n'est ici ni le seul, ni le premier à faire une telle observation, empruntée, on l'a encore dit ce matin, à une vision assez globale, francophone, européenne, occidentale, il faudrait voir encore, de l'éternel féminin. Et on a vu qu'Eva Sénécal le faisait de façon identique. Le discours sur l'amour et la littérature des femmes en est un des plus répandus dans la décennie 30, décennie 20 et 30, si on veut élargir, à l'image du poète Robert Choquette, qui évoquait déjà, en 1929, la poésie de Jovette Alice Bernier selon ces termes, et je le cite, « Elle ne chante que l'amour, et quand l'amour l'a trompée 10 fois, 20 fois, blessée, meurtrie, c'est encore à l'amour qu'elle revient, car elle ne sait que lui. Elle ne chante que l'amour, c'est là sa force et sa faiblesse. » Fin de la citation. Critiques et autrices s'accordent donc à évoquer l'amour comme étant la pierre angulaire de l'écriture des femmes et de leur propre système de sous-genre littéraire. Soit. On peut quand même interroger un tel postulat et le remettre en question, c'est une première approche, mais on peut aussi de façon conjointe et quelque peu schizophrénique en tenir compte et se demander si dans le discours critique et institutionnel et surtout si dans la production littéraire, on ne peut pas en apprécier une relative concrétisation historique. Une telle démarche est empruntée à plusieurs travaux, notamment à ceux de Christine Planté et de sa lecture du roman épistolaire 24 heures dans la vie, 24 heures de la vie d'une femme, roman de Constance de Salm. Et je citerai ici Planté, peut-être un peu longuement, mais sur cette stratégie pour essayer de comprendre finalement le caractère, alors elle, supposément féminin du roman épistolaire, moi ce qui m'intéresse c'est le caractère supposément féminin du roman d'amour, mais donc je la cite pour évoquer cette manière de faire. Donc lorsque les représentations des sujets lisants et écrivants, nourris par toute une tradition critique, par des stéréotypes culturels et par des lectures largement partagées, invoquent de façon si insistante le féminin du roman par lettres, force est de prendre en considération cette conviction qu'il y a là du, entre guillemets, féminin, ce qui ne revient pas à la tenir pour historiquement fondée, si on veut comprendre ce qui se joue d'une idée du roman et d'une idée des rôles de sexe dans l'emploi romanesque de la forme épistolaire. Fin de la citation. Dans une perspective tout à fait identique, j'ai donc cherché à tenir pour acquis que la littérature des femmes dans le Québec des années 30 en était une qui relevait des sous-genres sentimentaux. Tout le monde s'entendait à le reconnaître. Pourquoi ne pas le faire nous aussi ? Cette tactique permettait d'abord d'en vérifier les paramètres opératoires du point de vue de l'écriture et de l'histoire littéraire. En bref, est-ce bien vrai ? Il s'agissait aussi et surtout de mieux mettre en lumière les effets, et je cite encore Planté, performatifs du féminin. Et on pourrait dire avec elle les effets performatifs du thème amoureux. De circonscrire le discours tenu par les femmes sur l'imaginaire générique et sur le roman, ainsi que les tentatives de subversion et de réactualisation d'une hypothétique tradition du roman des femmes. Hypothétique tradition qui ne tiendrait à l'époque qu'à la faveur d'un discours masculin de tendance clérico-conservatrice. C'est ce parcours de recherche que je vous présente aujourd'hui, je l'ai fait un petit peu avec la citation d'Eva Sénécal, mais je vais le faire avec un autre exemple peut-être plus concret et notamment romanesque, celui du roman La chair décevante et de son autrice Jovette Alice Bernier. C'est un peu ma marotte, je ne peux pas faire autrement que d'en parler. Je m'arrêterai successivement sur la posture de l'écrivaine et sur son prolongement romanesque dans le texte. On verra que l'amour, pris comme stratégie de placement et comme matrice générique, favorise à la fois l'intégration des femmes à la vie littéraire et l'approfondissement de voies esthétiques sans doute peu explorées à l'époque.
J'évoque donc ce cas significatif, s'il en est un, de Jovette Alice Bernier, poète et journaliste, je vous situe rapidement, très remarqué dans les années 20, auréolé de quelques prix et relativement visible dans le champ littéraire, auréolé de prix pour une poésie néo-romantique et donc sentimentale, c'est Robert Choquette, si on se rappelle, qui disait qu'elle ne chante que l'amour. Un tel éthos d'amoureuse dépasse toutefois les pages des recueils pour présider aux agissements de l'écrivaine dans l'espace social, qui va jouer auprès des animateurs de la vie littéraire le jeu donc d'une amoureuse. On peut prendre la mesure de cette stratégie de placement dans la correspondance qu'elle tient avec le critique influent Louis Dantin. La relation épistolaire s'initie d'abord sous le couvert du mentorat, c'est assez classique pour l'époque, puis elle évolue vers davantage de confidence et d'épanchement. Selon une logique discursive hétérosexuée, Bernier va jouer la carte de la féminité, synonyme de légèreté, de modestie, de sentimentalisme, ce qui l'encourage à aborder la relation épistolaire par le biais d'un discours amoureux de plus en plus insistant. Le 7 octobre 1928, elle confesse dans une longue lettre un sentiment amoureux à l'encontre du mentor qui a 40 ans de plus qu'elle et qu'elle n'a par ailleurs jamais rencontré. Je cite donc cette lettre. « Je ne sais pourquoi cette personnalité me fait tant de plaisir à vous regarder, à vous découvrir, à vous analyser, à vous aimer. » Bon, c'est dit. Cette sympathie que j'éprouve prend des proportions désespérantes. Une mesure qui n'est plus une mesure et qui me donne un peu le vertige qui déséquilibre un peu ma lettre et que je dois avouer pour m'excuser. Avec le motif amoureux, Bernier négocie d'abord sa place auprès du critique, puis elle saisit l'occasion d'investir la lettre comme un espace d'approfondissement d'un thème littéraire qui lui est cher, et elle va faire ce qu'elle nomme, et je cite la lettre, son credo d'amour. Or, c'est précisément par la manifestation d'une posture d'amoureuse et par l'accumulation, et je reprends donc les termes de Planté pour moi, l'accumulation des faits performatifs du féminin et de l'éthos d'amoureuse, que la poète élabore simultanément un autre éthos, celui de femme rebelle. Dans la même lettre, donc suite à cette déclaration qu'on vient de voir, cette image d'amoureuse frondeuse sert l'épistolière dans le rapport de place avec Dantin, puisque Bernier va refuser la complaisance et l'hypocrisie au nom des sentiments, d'une sincérité, d'une vérité que son destinataire semble partager et apprécier. On ne me ligote plus avec la peur, les conventions, tout le tralala des mots. Je suis affranchi, j'ai le droit de compter pour une unité. Je n'avale rien que je ne digère pas. Et je continue un peu plus loin. Les quelques ensoutanés qui ont voulu me faire faire le coup croche ont si bien manqué leur coup qu'il n'est plus à reprendre. La relation épistolaire va continuer sur le même tempo et quelques semaines plus tard, dans la foulée de ce credo d'amour, elle écrit ceci: « C'est que je suis bien inconventionnel, allez !» Et on peut apprécier, je pense, le néologisme. « Je ne suis fanatique ni en politique, ni en religion, ni en amour. C'est laid des fois ma franchise, mais c'est franc. J'ai l'âme simple, ni méchante, ni sainte, rien qu'humaine. » Fin de la citation. Amour et inconvention, reprenons ce néologisme, fonctionnent sur un même rythme chez Bernier. Ce sont les deux manières d'être au monde et dans la littérature, un même style si on veut, un moyen finalement de légitimer la parole féminine tout en dénonçant implicitement les mécanismes d'attribution et de la valeur dans le champ du pouvoir et dans le champ littéraire. Alors, je passe maintenant plus longuement peut-être sur le roman La chair décevante, qui va retenir mon attention, roman paru à l'automne 31, la même année que le roman de Sénécal dont je parlais tout à l'heure, roman qui va matérialiser dans la fiction ce même pas de deux entre inconvention et amour. On y suit l'histoire de Didi, une fille mère qui décide à tout prix de garder et d'aimer le fils illégitime, tout en assumant une féminité et une sensualité exacerbée, qui s'accordent peu, rappelons-le, avec le discours prescriptif entourant la maternité à l'époque. On est encore au Québec en 1931. À la fois revendicatrice et assumée dans ses désirs, Didi cherche à se venger de l'homme qui l'a jadis abandonné, et se venger, et je la cite, de la loi des hommes. Au terme de quelques événements aux accents mélodramatiques, le personnage féminin sombre dans la folie, et les dernières pages du roman sont celles d'une aliénation qui est synonyme de marginalisation de la parole féminine. Le titre fait relativement scandale à l'époque, on s'en doute, surtout à cause de ses thèmes et de la représentation foncièrement nouvelle qu'il offre du féminin dans la prose narrative. Vu sous l'angle de l'imaginaire générique, qui tend au tournant des années 30 à confiner les femmes, soit dans le cadre d'une littérature amoureuse, le roman sentimental, la romance, la poésie néo-romantique, soit dans le giron de l'esthétique nationaliste ou régionaliste, La chair décevante marque également une rupture, puisque la matrice générique du roman d'amour va servir de terreau au déploiement formel d'une toute autre nature.
Et le premier chapitre sur lequel je me penche à présent va permettre de prendre la mesure de ce passage des formes dites féminines vers un autre canevas romanesque. La première page, l'incipit, ce fameux incipit très important selon les sociokriticiens, s'ouvre sur une lettre de Didi à Jean Vadère, son amant, durant l'été. Le temps, le lieu, en dehors de l'indication, Montréal et l'Ombreval semblent frapper d'imprécision, de nullité ou d'invention. On échappe à l'inscription de l'action dans un territoire national balisé et donc de fait à toute une tradition du roman de la Terre qui est pourtant en vogue et majoritaire à l'époque au Québec. Le dispositif épistolaire, vous le voyez, avec la date, mon ami, le discours de l'amour et de l'attente plonge le roman dans le contexte d'une littérature dite féminine et jugée acceptable. C'est-à-dire d'un texte sentimental qui, dès la première page, va faire de la conjonction du couple le moteur narratif. Didi écrit à Jean en attente de le revoir. La langueur de Didi, l'exaltation de l'absence de l'être aimé, le temps des vacances et des loisirs rappellent également le roman mondain du tournant du XXe siècle. Roman qui est quand même en vogue aussi, notamment dans les magazines de l'époque. Ce serait oublier rapidement le discours paratextuel qu'on voit dans cette épigraphe qui surplombe l'incipit et que je vous cite. On aime le rêve, on aime la féerie, on n'aime pas la vie. Tant pis, la vie en revanche nous vole ce qu'on aime. Cette sorte d'aphorisme nous met en garde contre la prétendue sincérité des mots et des images. Elle fonctionne aussi comme un effet d'annonce du déraillement de la machine sentimentale dès le premier chapitre. En effet, dès les pages suivantes, la lettre, qui se termine ici, fait place au récit à la première personne. La polyphonie supposée du roman épistolaire s'efface immédiatement, favorisant davantage la polygraphie de Didi, au sein d'un récit mené à la manière tantôt d'une lettre, tantôt d'un témoignage écrit, tantôt encore d'un réquisitoire. Les ambiguïtés de cette narration rappellent celles, non pas d'un journal intime, mais d'un carnet personnel. Il n'y a pas la date, le lieu qui viennent scander d'une certaine manière journalière l'écriture. Donc un carnet personnel, une sorte de support d'écriture où le sujet couche ses impressions sur le papier au gré des événements et surtout des sentiments qu'il traverse. L'éclatement et l'incertitude de la forme sont corollaires à l'éclatement discursif. Le motif de l'attente, la figure de la langueur change de forme. Il ne concerne plus automatiquement le sujet masculin premier, Jean Vadère, mais un autre sujet masculin qui vient se greffer dès la troisième page, l'autre, dont l'identité nous est inconnue. Cette fragmentation, cette dispersion de la figure de l'amant déplace ainsi le curseur vers une autre temporalité, celle d'un avant, d'un passé, et donc d'une autre relation avec l'autre, dont serait né l'enfant illégitime. La toile narrative se complexifie encore un peu plus lorsque le discours amoureux, qui est, je cite un peu Roland Barthes en bricolant, mais l'arrimage entre le je, l'autre et le nous, donc ce discours amoureux se renverse et laisse apparaître un personnage locuteur en proie au questionnement existentiel. Fragmentation narrative, discours intime, on est quand même encore très proche des genres et des formes dits et dites féminins-féminines, fixées au Québec à partir du discours critique et de quelques modèles. On vient de parler d'Angéline de Montbrun, c'est tout à fait frappant. La matrice du roman d'amour subsiste à travers le souvenir et l'enchâssement de ces deux figures masculines aimées. Bernier va toutefois se servir du genre sentimental pour mieux en sortir. À la première lettre qui constituait l'incipit se greffe une autre lettre qui apparaît ici, qui est en fait une lettre d'adieu à Jean. Et nous sommes juste quelques pages après la première lettre. Jean disparaît de la carte du roman. Il ne réapparaîtra que partiellement et de façon secondaire. Le filon sentimental se mue en un autre filon, celui d'un récit rétrospectif que Didi fait sur son passé. Je cite ce passage. « J'allais à l'encontre de toutes les lois naturelles. Ma taille trop moulée me faisait honteuse. Mon bras nu était un péché. Le regard des hommes brûlait ma chair. J'étais dans mon cœur la plus amorale des femmes sans m'en douter. » Le roman évolue sur le mode d'un dévoilement progressif de la vie de Didi. Il substitue à la conjonction amoureuse attendue de la première page, typique du roman d'amour ou roman sentimental, qu'importe comment on l'appellera, il substitue donc une esthétique du secret, qui va rapprocher la chair décevante du genre du roman psychologique, dont la tradition est encore embryonnaire au Canada français. Le personnage féminin, passif dans l'attente de la langueur, devient une femme désirante et amorale, évacuant presque l'amour au profit d'un discours sur soi qui vient d'une part asseoir l'autorité d'une parole féminine sensuelle et d'autre part propulser le roman vers des horizons narratifs et discursifs encore peu appréhendés. Ce n'est pas l'amour que recherchera finalement Didi, mais la vie.
thème gidien, et je marque ici l'adjectif gidien parce que la forme rappelle les premiers romans de Gide à de nombreux égards. Un thème donc beaucoup plus éthéré et métaphysique que réclame l'héroïne à travers l'écriture du carnet personnel et dont on peut prendre la mesure à de nombreuses reprises. Je citais donc le discours paratextuel. On peut aussi citer cette phrase qui, à mon avis, est emblématique du roman. Il y a quelque chose de plus fort que le courage, la tendresse, le dévouement, le sacrifice. Quelque chose de plus fort que le vouloir humain. Plus fort que toi, l'amour, et toi la mort. Plus fort que tout, plus fort que vous tous, il y a la vie. Avec cette majuscule tout à fait typique. Dans la même époque, des romans comme ceux d'Eva Sénécal, de Laetitia Fillon, de Michel Lenormand montrent que Jovette Alice Bernier, celle, on s'en rappelle, qui ne chantait que l'amour, et qui c'était sa force et sa faiblesse, n'est pas la seule à s'approprier l'imaginaire générique et à le détourner de façon subtile. Ces textes débutent tous par un même aveu, qui renverse la matrice du roman d'amour et va élargir les perspectives narratives et discursives alors imposées. Cet aveu, c'est celui de la désillusion sentimentale. Dès lors émerge la conscience d'une subjectivité affolée qui peine à retrouver sa stabilité au gré des déplacements physiques, des intrigues et des rencontres. Le rapport au monde, fondé sur la déréliction des choses et non plus sur l'attente du personnage masculin, lapsus révélateur, conduit les personnages et de fait la trame narrative de chaque roman à fonctionner sur, et je cite là aussi Lucie Robert comme tu l'as fait, l'autonomisation d'une parole féminine au Québec. Parole féminine autonome et solitaire, disais-je plutôt, qui, je cite Didi dans le roman, revendique, et c'est peut-être le passage le plus intéressant, revendique le droit de vivre, désespérément vivre. Le fait que ce soit martelé autant, sinon plus que l'amour, montre bien qu'on est dans un passage là qui est tout à fait significatif. Des postures publiques et privées des autrices jusqu'au texte, et je terminerai là-dessus, on remarque donc que les stratégies de placement et les innovations esthétiques de cette cohorte de romancières fonctionnent sur un double processus d'assimilation et de reformulation des contraintes imposées aux femmes. Force est d'admettre que l'amour reste encore le terrain privilégié des femmes de lettres dans les années 30, terrain qui leur permet toutefois d'établir de nouvelles règles en matière de trajectoire et de création, et donc, comme disait Maurice Lemire, et Ansel n'avait pas tout à fait tort, d'ouvrir un champ nouveau à la littérature québécoise. Du roman sentimental émerge ainsi le roman psychologique, bien avant les maîtres de l'inquiétude spirituelle des années 40 et 50, qu'annoncent de façon éclatante Bernier, Sénécal et d'autres. Ce brouillage des cartes et des valeurs est sans doute corrélé, peut-être même une des causes du phénomène de reconnaissance de la littérature des femmes qui viendra moins d'une décennie après ses pionnières, lorsque Gabrielle Roy et Anne Hébert obtiendront le succès et la légitimité pour publier des œuvres où l'amour, là encore, il faut le reconnaître, demeure le terreau originel de la fiction narrative ou de la poésie. Il faudra bien un jour établir cette histoire des chaînons manquants et comprendre la portée de ces phénomènes afin sans doute de mieux dépasser une vision de la littérature des femmes avant 45 qui a été souvent faite dans le discours critique d'aporie et de maladresse. Et je vous remercie.